Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Tout l'été, je vous propose de voir et de revoir les temps forts de la dernière session parlementaire avec un focus aujourd'hui sur le projet de loi Macron, projet de loi croissance, activité, égalité des chances économiques. Un texte qui a définitivement été adopté par le Parlement au début du mois de juillet, mais qui a donné lieu à de très longs débats, que cela soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Focus aujourd'hui sur l'un des temps forts de la première lecture de ce texte au Sénat, l'adoption d'un dispositif anti-Google par la Haute Assemblée. En effet, si le géant américain n'est jamais explicitement mentionné dans le texte, il ne fait nul doute que c'est bien lui qui était visé par l'amendement de Catherine Morin-Desailly, sénatrice centriste et également présidente de la Commission de la Culture. Cette mesure a trouvé un large écho au Sénat, a été adoptée à une large majorité. Elle stipulait que Google devait sur sa page d'accueil afficher 3 liens vers des moteurs de recherche différents. C'est une mesure à laquelle le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, était très largement défavorable. En effet, il a jugé à la fois inconstitutionnel et contraire au droit européen. Tout de suite, donc, retour au débat dans l'hémicycle. Nous passons à un article additionnel avec le 995 rectifié bis. Madame Morin-Desailly, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. On a beaucoup parlé du déploiement des réseaux, essentiel au développement de notre économie aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle un petit peu des usages et de la maîtrise de l'écosystème tel qu'il fait vivre désormais toute notre économie. Les craintes face au pouvoir de monopole des géants de l'Internet américain ne cessent de croître en France et en Europe. Pas seulement en France et en Europe, mais également aux États-Unis, où il y a quelques semaines, la très officielle FTC, qui est l'autorité de régulation, a mis en exergue les pratiques anticoncurrentielles du moteur de recherche Google, après une enquête qui d'ailleurs a été enterrée en 2013. Des collègues sénateurs américains sont en train d'enquêter là-dessus. En novembre dernier, le Parlement européen avait adopté une résolution pour la défense des droits des consommateurs sur le marché numérique qui appelait la Commission européenne à envisager des propositions afin de mieux séparer les moteurs de recherche d'autres services appartenant à ces mêmes groupes. Cette préoccupation concernant les moteurs de recherche s'explique tout simplement par le fait qu'ils sont la principale porte d'entrée à Internet. Ce sont des acteurs structurants, ce sont des acteurs qui constituent des infrastructures incontournables désormais. Or, le comportement de ces acteurs structurants porte parfois atteinte au pluralisme des idées et des opinions, nuit à l'innovation et entrave la liberté d'entreprendre et de commercer. La question de la loyauté de ces opérateurs à l'égard des acteurs français et européens est essentielle, comme l'a relevé le Conseil d'État dans son étude annuelle 2014, le numérique et les droits fondamentaux. Le projet de loi qui nous intéresse pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques, qui vise justement à établir une concurrence saine sur plusieurs marchés susceptibles de libérer l'activité économique et de créer de l'emploi, ne peut laisser de côté le secteur du numérique qui constitue un des principaux relais de croissance économique. À vrai dire, le numérique, ce n'est pas une seule industrie, c'est aujourd'hui et demain toutes les industries. C'est la préoccupation du Sénat exprimée en particulier ces derniers mois à travers un rapport d'une mission commune d'information sur le nouveau rôle et la nouvelle stratégie pour l'Union européenne dans la gouvernance de l'Internet, qui dit que l'Europe ne peut rester une colonie du monde numérique et qu'il est plus que temps que nos sociétés de plus en plus dépendantes à l'Internet réagissent. Il est donc urgent de se donner les moyens d'encadrer les pratiques de ces moteurs de recherche, compte tenu des conséquences néfastes et avérées qu'occasionnent certaines de leurs pratiques pour l'innovation, pour nos entreprises, pour les consommateurs. Bien sûr, cet objectif passe par la mise en place d'une régulation ex ante. Le classement des résultats par un moteur de recherche conditionne très largement la visibilité effective d'une information sur Internet et partant l'attention que lui porte l'internaute. Or, ce dernier a tendance à accorder une confiance abusive dans les résultats des algorithmes perçus comme objectifs et infaillibles, notamment car il ne dispose d'aucune information quant aux méthodes utilisées et que du fait d'accords d'exclusivité, il n'a parfois pas d'autre choix que de se référer aux résultats d'un unique moteur.
C'est un amendement important, Monsieur le Président. D'accord, oui. En outre, par le truchement Je du n'en doute pas. paramétrage de son algorithme et dans Non, certains Madame cas Morin-Desailly, je ne peux pas vous laisser continuer. ces Veuillez conditions conclure en 2 mots. générales d'utilisation, un moteur de recherche peut refuser de référencer ou de classer ou bien de déréférencer ou déclasser tout site Internet. Tout cela pour dire que le présent amendement vise justement à préserver la liberté d'entreprendre des opérateurs économiques français, Bien, le très droit à une existence numérique qui bien sûr en découle et confie un rôle de régulation et de contrôle à l'autorité idoine qui est l'ARCEP. Merci. Alors, sur cet amendement a été déposé un sous-amendement 1792 par Monsieur Assouline. Vous avez la parole. En 3 minutes. Oui, non, très rapidement, parce qu'il y aura d'autres interventions, mais c'est un sujet qu'à la Commission Culture, nous partageons depuis longtemps, et qui est cette grande difficulté avec l'avance et maintenant le monopole qu'ont quasiment acquis des entreprises aussi verticales que Google, de faire en sorte qu'il y ait des régulations, notamment qui ne contreviennent pas au droit européen auquel nous sommes soumis, même si très souvent nous avons tel ou tel désaccord avec lui. Et donc cet amendement vient manifester cette volonté politique unanime, notamment dans le domaine culturel, dans le domaine de l'information, parce qu'on voit à quels abus tout cela conduit, y compris à aller jusqu'à capter une grande partie de ce qu'est la création française et ses droits. J'ai voulu le sous-amender pour renforcer cette volonté, puisqu'il s'agit de dire pour Madame Morin-Desailly qu'il faut au moins 3 moteurs de recherche proposés, qu'il y en ait au moins un, c'est ma précision, dont le siège social soit en France, ce qui permet d'aller dans le sens et de préciser cette volonté d'encourager les entreprises françaises et notamment ceux qui en France se positionnent sur ce créneau. Donc c'est rien de contradictoire. Je veux juste dire tout de même que j'ai conscience complètement que tant dans l'amendement de Madame Morin-Desailly que dans mon sous-amendement, il y a surtout une volonté politique, parce qu'en termes de droit européen, voire même de droit constitutionnel, c'est pas sûr que ça tienne complètement, mais je tiens à dire que cette manifestation et cette volonté politique doit être affirmée ici, et c'est pour cela que je m'inscris dans l'amendement de Madame Morin-Desailly. Mais la réalité, c'est que nous cherchons, parce que nous avons ce retard et parce qu'il y a ce monopole, sans arrêt à réguler avec des barrières qui tombent devant leur puissance. Or, l'Europe, depuis bientôt 10 ans, aurait dû s'engager dans le fait de mettre un vrai concurrent en face. Et si tous les États européens, si tous les savoir-faire, les scientifiques, la masse potentielle de l'Europe dans le domaine du numérique, où on pourrait être les premiers si on savait s'unir, mettez en face de Google un concurrent, peut-être que Google n'aurait pas ce monopole. Donc il faut réguler, mais il faut surtout maintenant accélérer le fait qu'au niveau européen, il y ait de la mise en commun. Et je pense que pour ce que sera le numérique dans 10 ans, si on le fait maintenant, peut-être qu'on sera devant Google, peut-être qu'on sera devant tous ceux qui aujourd'hui ont ce monopole en ce qui concerne le numérique au plan international. Donc il n'y a pas que la régulation, je suis d'accord qu'on le fasse, mais il y aura ce qu'on doit faire au niveau concret, au niveau économique, pour qu'il y ait une vraie concurrence en face, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien. Alors, quel est l'avis de la Commission, Madame ? Alors, sur le sous-amendement, la commission spéciale n'a pas pu l'examiner puisqu'il vient de nous être distribué, comme ça au pied levé, si je peux employer cette expression un peu triviale. Il nous semble que la conformité avec le droit européen de la concurrence est très incertain. Monsieur Assouline l'a dit, en arguant du fait que, certes, c'était vraisemblablement le cas, mais que c'est également le cas de celui de Madame Morin-Desailly, ce qui est peut-être un peu moins sûr. Et si tel est le cas, nous pensons que ce n'est pas la peine d'en rajouter
en incertitude par rapport au droit européen de la concurrence et donc une demande de retrait. Et sinon, ce sera un avis défavorable. Merci. Et celui, le 995. Oui. Donc cet amendement traite d'un nouveau sujet qui ne figurait pas dans le texte à ce stade. Ça a été dit, celui des moteurs de recherche et de la façon dont ils traitent et livrent l'information à leurs utilisateurs. Nous savons tous qu'un de ces moteurs de recherche exerce une position dominante sur le marché français. Notamment, transite en effet par lui la très grande majorité des demandes de recherche formulées par les internautes. Or, cet éditeur de services est régulièrement mis en cause pour un traitement biaisé, entre guillemets, des informations qui le conduirait à ne pas faire preuve d'une totale objectivité dans les résultats qu'il fournit à ses utilisateurs, en mettant d'abord en avant soit ses propres services, soit des opérateurs qu'il a comme clients. Il en résulterait ainsi une certaine tromperie de l'usager qui pense que les résultats de la recherche sont parfaitement objectifs et rationnels, alors que le moteur privilégie certains au détriment d'autres selon son seul intérêt. Il en résulte également une mise à l'écart des acteurs de l'Internet qui ne rentrent pas dans le jeu du moteur dominant et se trouvent déclassés dans les résultats de recherche, ce qui signifie pour eux une mort économique à plus ou moins long terme. Pour y faire face, le présent amendement propose de respecter des obligations de transparence, de loyauté et de non-discrimination dans le fonctionnement de tout moteur de recherche dominant et assortit cette obligation de sanctions pécuniaires. Sur le principe, nous sommes tout à fait favorables à cet amendement. Cependant, il y avait des interrogations sur son applicabilité, puisqu'il est assez intrusif dans le fonctionnement du moteur dominant visé et peut-être pourrait brouiller la lisibilité de ses résultats par les internautes. Et en outre, je l'ai déjà évoqué, nous avons du mal à apprécier la robustesse juridique de l'amendement, au regard notamment du principe de liberté de commerce. C'est pourquoi la commission spéciale, quoique bienveillante sur le principe de l'amendement, s'en est tenue à un avis de sagesse. Très bien. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, j'aurais sur ces deux amendements une demande de retrait. Pourquoi ? Je pense que si vous ne les retirez pas, ils seront votés de toute façon, puisque cela, c'est satisfaisant de s'exprimer face à Google, et donc vous n'allez pas réussir à réprimer cet enthousiasme collectif maintenant que je me suis habitué à vous. Donc, voilà. Mais donc, je veux néanmoins plaider pour expliquer pourquoi je pense que le retrait est une meilleure formule. D'abord, il s'est en effet passé hier quelque chose. La Commission européenne a pris ses pleines responsabilités, il faut lui reconnaître, après la saisine et une procédure qui a commencé en 2010. Vous avez raison, Madame la sénatrice. C'est vrai, Madame la Présidente, je vous reconnais ce point. Nous avons constamment poussé à tous les niveaux pour que cette décision soit prise, mais elle est importante. Nous avons accompagné les 18 opérateurs français qui ont mené cette action contre Google, et donc hier, la Commission a trouvé, suite aux investigations, une base pour véritablement, précisément, contraindre Google à clarifier clarifier véritablement ses engagements et à annoncer avoir notifié à Google des griefs sur le comparateur de prix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils se sont aperçus, ils ont pu montrer que l'algorithme avait favorisé le comparateur de prix de Google indépendamment de ses performances, que ça l'avait favorisé et que ce faisant, ça avait conduit à améliorer les performances du comparateur de prix et donc à le discriminer par rapport aux autres acteurs. Bon. Ce qui est un point important. Il y a en même temps les actions qui sont conduites sur Android et donc la plateforme mobile. Et là, c'est une procédure formelle qui a été ouverte. Donc la Commission européenne prend ses responsabilités, la commissaire Vestager mène cette action et le gouvernement a constamment pris ses responsabilités pour pousser la Commission en ce sens. Moi, dans tous les contacts que j'ai eus avec la commissaire, je l'ai à chaque fois rappelé, nous avons été très exigeants avec le commissaire Almunia à la fin de son précédent mandat pour qu'il n'y ait pas un compromis hâtif qui soit trouvé avec les opérateurs sans test de marché, ce qui avait été à un moment la proposition qui était faite, et donc nous continuons à avancer. Pourquoi ? Parce que le sujet, et c'est finalement ce pourquoi, essentiellement, je vais aller dans les détails, mais moi je vous incite au retrait sur cet amendement, et vous le savez, Madame la Présidente, c'est un sujet européen. Le bon niveau, à la fois en termes de compétences et de taille critique, ça n'est pas le niveau national. Ça n'est pas le niveau national. Et vous l'avez vous-même écrit dans votre rapport en mars 2013, je vous cite, « L'échelon national n'est assurément pas l'échelon pertinent pour appréhender la révolution numérique.
Seule l'Union européenne a la masse critique pour peser dans le cyberespace. Et c'est vrai, parce que la bonne compétence par rapport au problème que vous voulez attraper, c'est la Commission européenne. C'est d'ailleurs sa compétence exclusive en fait. La deuxième chose, c'est que c'est le bon niveau. On peut s'amuser à envoyer des signaux très forts face à Google, on le fait. Mais prendre des textes, comme on l'avait voulu à un moment le faire avec la taxe Google, c'est s'exposer à des mesures parfois de représailles unilatérales sur des acteurs français, et c'est créer des biais dans l'avancée européenne. Il faut continuer ce travail pour convaincre les autres. On va, dans quelques semaines, proposer un texte, au-delà des engagements déjà pris par nos chefs d'État et de gouvernement, une stratégie numérique franco-allemande. Pour que, début mai, la Commission européenne, qui prendra sa stratégie numérique, puisse être éclairée par le tandem franco-allemand. C'est la bonne méthode pour avancer. C'est la seule méthode efficace, parce que aussi pour ces acteurs qui sont devenus des plateformes mondiales, et d'ailleurs dont les pays d'origine se posent aujourd'hui la même question que les États-Unis se posaient il y a plus d'un siècle sur Standard Oil, qui est celui du démantèlement. Ces pays ont créé des champions dont les marchés critiques ne sont pas à la taille d'un État. C'est le marché européen qui est le bon marché, si on veut, pardon de cette expression, mais faire mal à Google. Donc je pense que l'instrument que vous utilisez, le point d'entrée qui est le vôtre, est largement imparfait et nous déstabiliserait dans cette action groupée, constamment apportée au niveau européen, à travers nos acteurs que nous défendons et avec lesquels nous poussons, à travers ce dialogue avec la Commission européenne et la stratégie numérique. Ensuite, vous proposez d'encadrer le comportement des moteurs de recherche en mettant un régime d'obligation de sanctions. Bon, je vais là quand même rentrer dans le détail, parce que je sais que vous êtes sensible à la fabrique du droit. J'ai aussi beaucoup appris depuis 10 jours. Et c'est pas fini. Et donc, d'abord, pour qualifier juridiquement un effet structurant sur l'économie qui entraînerait l'imposition d'une obligation, on peut se rattacher au droit de la concurrence, mais dans ce cas, nous sommes ramenés au régime actuel. Et on pourra y revenir dans le débat. Le droit sectoriel comme celui des télécoms, il recourt quant à lui à des analyses exhaustives des marchés en cause avant d'imposer des remèdes, parce qu'il repose sur la base du droit européen. Et donc je pense que par la qualification que vous prenez de l'effet structurant sur l'économie, vous ne pouvez reprendre une simple notion de droit de la concurrence, parce que vous êtes sur le secteur des télécoms, et donc on devra aller plus loin. Ensuite, il y a 4 types d'obligations. Il me semble que la première, elle est à la fois peu praticable et sans doute disproportionnée. C'est précisément celle qui consisterait en quelque sorte à demander à Renault d'afficher sur son pare-brise le fait qu'il est aussi possible d'acheter une Peugeot et une Fiat. C'est-à-dire, en quelque sorte, sur le moteur de recherche et le biais sur le comparateur de prix, c'est exactement ce que la Commission vient de pointer. En demandant une obligation ex ante telle que vous le proposez, je pense que vous allez à la fois trop loin et en même temps, ce sera peu praticable. Il s'agit d'une obligation qui serait vraisemblablement jugée inconstitutionnelle car constituant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. La seconde obligation, elle porte sur l'information du consommateur. Et ça, je vous soutiens. Sur la deuxième obligation, j'y reviendrai, l'information du consommateur, je pense là qu'on peut faire beaucoup et d'ailleurs c'est un de nos leviers d'action. Mais elle ne peut néanmoins pas faire l'objet du type de sanction que vous prévoyez, et là-dessus, j'y reviendrai très précisément. Et la troisième obligation ensuite que vous proposez, elle est au cœur de la procédure en cours devant la Commission européenne, qui concerne Google, car elle est en réalité déjà couverte par le droit de la concurrence, qu'il soit national ou européen. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que la procédure européenne que j'évoquais, elle vient donc de franchir cette nouvelle étape importante que nous réclamions par la notification des griefs qui s'est faite hier. Et elle porte sur les conditions de traitement de ses propres services dans les résultats affichés par son moteur de recherche. Et donc l'ouverture d'une phase contentieuse va permettre d'avancer. Ça, je pense que c'est un point important. Je déplore comme vous les délais, mais c'est un outil significatif. Et la quatrième obligation, il me semble qu'elle confond quant à elle deux sujets. Le moteur de recherche, il fait de fournir aussi des systèmes logiciels pour les terminaux. Parce que c'est le cas de Google avec Android. Mais alors, ce n'est plus le moteur de recherche qu'il faut encadrer, mais les systèmes logiciels de terminaux. Ce qui montre que le sujet est bien plus large que le seul objet de votre amendement. Et qu'il faut l'appréhender à travers, d'une part, la politique de concurrence européenne, mais aussi à travers une approche beaucoup plus englobante qui traitera aussi du sujet des logiciels pour terminaux, qu'on n'attrape pas avec votre amendement. Et donc, on est déjà en retard. On est déjà en retard par rapport à ce que Google
a fait. Alors, ça m'amène au deuxième volet de votre amendement, qui est le régime de contrôle et de sanction. Et là, vous proposez de confier à l'ARCEP ce rôle. Alors, en premier lieu, moi, je ne pense pas qu'il soit souhaitable de confier à un régulateur dont la compétence est circonscrite aux télécoms, une compétence générale, je reprends votre terme, de supervision des marchés de l'économie numérique. Parce que le périmètre même de ce marché, il est évolutif, il est en train d'évoluer, et il est nettement au-delà des compétences de l'ARCEP, il est même largement, on le voit bien à travers la compétence même de la Commission sur ces sujets. Est-ce que c'est la DG sectorielle qui s'est saisie de ce sujet? Non, c'est la commissaire en charge de la concurrence. Et donc, ça n'est pas l'ARCEP le bon levier. Je ne veux pas ici m'exposer à des reproches nouveaux pour dire que l'autorité de la concurrence aurait sans doute à voir. Mais très honnêtement, par rapport aux critères que vous pointez, et d'ailleurs matériellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous qualifiez l'effet structurant sur l'économie, qui est une notion de droit de la concurrence, pas une notion du droit des télécoms de l'ARCEP. Et donc là, vous avez un décalage parce que vous utilisez une base juridique qui est celle du droit de la concurrence pour fonder ensuite vos motifs et vous demandez à un régulateur sectoriel de l'appliquer. Ça, c'est mon premier problème. En second lieu, l'ARCEP se verrait alors dotée d'un pouvoir de sanction des moteurs de recherche et elle tient aujourd'hui l'essentiel de son pouvoir de sanction des télécoms du cadre réglementaire européen qui ne les lui donne pas et qui ne les lui donnera pas. Et donc je pense que ce faisant, vous avez un risque fort en plus d'avoir un régime inopérant sur ce sujet-là. Plus globalement, l'amendement échappe à la logique sur laquelle se sont fondées les différentes régulations sectorielles, qui a été la construction qui permet justement de déroger à la liberté d'entreprendre, parce que c'est là qu'on veut mettre un coin aujourd'hui, qui est l'identification au niveau européen d'un marché pour lequel les remèdes concurrentiels ne permettent pas d'établir des conditions satisfaisantes de marché. Et la mise en place d'un cadre réglementaire ad hoc, la détermination au niveau national des remèdes et leviers d'intervention ex ante permettant d'assurer un encadrement structurel ou comportemental des entreprises en cause. C'est cette base, je reprenais les textes qui le justifient, que nous poussons pour construire en Europe s'agissant des plateformes numériques, mais qui suppose de continuer la démarche par la concurrence et qui suppose de construire cette stratégie numérique, cette feuille de route numérique qui n'existe pas, dont les bases ont été posées par le sommet européen de l'automne 2013, en posant le principe des plateformes numériques, des places de marché, des systèmes d'exploitation, mais dont il faut maintenant construire les éléments de droit. Alors, vous l'avez bien compris, je comprends et je souscris à votre objectif. Mais je pense vraiment que la méthode n'est pas la bonne pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, à la fois parce qu'elle est défaillante, et donc, concrètement, ce sera inopérant, et en plus, elle est en décalage. J'ajoute à ça, si maintenant on se place du point de vue de l'opérateur que vous voulez réguler, Google. Mais Google, à travers finalement votre accroche, vous voudriez, et c'est un peu aussi l'objet de votre sous-amendement, Google n'est pas en France. Google n'a que sa régie publicitaire, enfin n'a qu'une régie publicitaire française et n'a même pas de moteur de recherche en tant que tel situé en France. Et donc, ces dispositions à cet égard se heurteraient à ses limites. Et elles se heurteraient aussi au droit européen qui ne manquera pas d'y voir une mesure contraire au principe de libre prestation au sein de l'Union européenne. Et donc, le paradoxe même, c'est qu'on serait prêt à contre-pied. Alors, néanmoins, que faire? Je pense qu'il faut continuer avec vigueur. Le débat que nous avons aujourd'hui montre la sensibilité du sujet. Il faut le porter fort, le porter médiatiquement, l'accompagner, montrer la préoccupation de la Haute Assemblée, celle du gouvernement que je veux ici réaffirmer, pour aller en ce sens et aller plus vite. Je crois qu'honnêtement, la commissaire Vestager l'a compris, elle a pris toutes ses responsabilités sur ce dossier depuis le début. Il n'était pas totalement emmanché comme il est sorti hier. Et je dois ici lui rendre hommage. Elle a pris ses responsabilités. Moi, dès ma première rencontre avec elle, elle avait 2 jours à son poste. Elle s'est engagée à vraiment prendre en compte nos revendications sur ce sujet. Elle s'est engagée à défendre les intérêts de nos opérateurs, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs français, et elle a tenu ses engagements, je tiens ici à le dire, il faut lui rendre hommage. Et donc c'est qu'on continue à aller en ce sens, qu'on puisse éventuellement avoir des éléments de traduction nationale. Moi je suis prêt à avancer dans la direction que vous ouvrez aujourd'hui. Je pense que l'amendement ne convient pas, mais je suis prêt à ce qu'on continue à travailler en ce sens. Il y a une voie qui me semble plus solide et qui peut être expertisée. C'est la meilleure protection des droits des utilisateurs français. Et finalement, moi, c'est là-dessus que je voulais conclure. Parce que la bonne accroche pour réguler les opérateurs, les plateformes, elle est au niveau européen. Elle est au niveau européen.
On n'a pas la bonne approche française parce que les acteurs ne sont pas là et parce qu'on n'a pas le levier. Par contre, la bonne approche que nous devons avoir pour, y compris d'ailleurs, continuer à la porter au niveau européen, elle est par les utilisateurs. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les attrapera. Parce qu'on aura, même au niveau européen, un plafond de verre à notre raisonnement, qui est qu'ils sont à Mountain View, ceux dont on parle. Ils ne sont même pas à Bruxelles ou à Berlin ou à Londres. Bon. Et donc, sur ce sujet, je pense qu'il faut qu'on avance beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur le droit des utilisateurs. On a une base aujourd'hui qui existe dans la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui, au chapitre 1er du titre 1 du livre 1er du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 6 précisément de sa loi, a inséré un article L111-5 réglementant les comparateurs de prix qui ont leur siège en France. Je ne vais pas vous en faire lecture, mais je vous renvoie à cet article qui nous donne une base. Et sur cette voie, qui consiste non pas à réguler la plateforme, ce qui ressort, comme je le dis, ce qui est du ressort de l'Union européenne, je ne reviens pas sur l'argumentation que j'ai faite, mais à donner des droits aux individus qu'ils puissent faire valoir. Sur cette base, moi je pense qu'il faut qu'on avance. D'abord en lançant des contrôles, ce qu'on a commencé à faire. C'est sur cette base aussi que j'ai pu saisir l'autorité de la concurrence, et en travaillant sur une amélioration du cadre législatif et essayer d'aller plus loin. Donc moi je m'engage, puisque nous aurons l'occasion de nous revoir, à la fois à l'Assemblée et ici, à la continuation de ce texte, mais pour essayer de voir si, de manière très concrète, on peut aller plus loin sur la partie de défense des droits des utilisateurs. Mais je pense que les voies et moyens qui sont utilisés par votre amendement, comme je l'ai dit, ne sont pas les bonnes en opportunité et en droit pour avancer dans le sens que vous souhaitez. Voilà l'explication que je voulais faire à cette demande de retrait, en espérant qu'elles vous auront convaincu, mais en même temps en m'engageant à ce que, sur la partie droit des utilisateurs, on puisse avancer. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, il est 12h50. La séance doit être suspendue à 13h. J'ai un certain nombre de demandes d'explication de vote. Donc, ou nous sommes très succincts, ou je serai obligé d'interrompre au milieu de la discussion de cet article additionnel à 13h. Voilà. Alors, je commence par Madame Bricq, qui m'a demandé la parole en premier. Monsieur le Président, je crois que je veux bien prendre la parole, mais le ministre a fait des propositions, il a argumenté. Je pense qu'on veut tous aboutir à dissocier le moteur de recherche des produits d'application. C'est ça l'objectif, et il est même partagé, je pense, par l'autorité de la concurrence européenne, la TFC. La commissaire européenne a repris un dossier qui était complètement encalminé par l'ancienne commission. Almunia ne s'était pas occupée de cette affaire, était-ce volontaire ou pas, mais elle a agi. Moi, je pense qu'il faudrait que Madame la Présidente de la Commission Culture nous dise ce qu'elle répond à l'argumentation du ministre et aux propositions de travail. Parce que l'objectif des deux grands régulateurs européens et États-Unis, c'est à terme d'aboutir à la neutralité des plateformes. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est clair que Google écrase la concurrence. Moi, je connais bien un secteur, c'est celui du voyage. Et le voyage, c'est plus de la moitié par Internet. Donc à partir de là, comme Google a son propre service de voyage, c'est le mélange moteur de recherche, etc. Donc ce que je voudrais quand même dire aussi, c'est qu'on dispose en France d'une très belle pépite. Il faut qu'elle puisse grandir. C'est un de nos problèmes. Et il faut qu'elle puisse devenir un grand groupe pour demain. Et dans le cadre du travail avec les Allemands, il faut aussi faire en sorte qu'on ait un champion européen. Parce qu'on a pris trop de retard là-dessus. C'est le sujet. Donc, moi, je voudrais savoir ce que fait Madame la Présidente, parce que j'ai considéré que son amendement, c'était un signal que la France voulait donner par rapport à ces objectifs que nous partageons tous. Mais c'est clair qu'on est dans le droit européen, et il se trouve que hier soir, la commissaire Vestager a agi pour la première fois. Donc, comment dire, Google a 2 mois pour répondre, mais je pense qu'il y a une volonté politique au niveau européen maintenant de régler ce problème, et c'est clair qu'il y a une volonté politique française. Et c'est ce que vous vouliez dire par votre amendement. Donc maintenant, j'attends de savoir ce que Madame la Présidente répond au ministre. Monsieur Bizet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
Monsieur le ministre, vous avez totalement raison de considérer que le bon niveau d'intervention est le niveau européen. C'est vrai. Mais que la réaction de la Commission, elle est toute récente. Vous savez le jugement que je porte sur l'autorité de la concurrence, tant communautaire que ses déclinaisons nationales. Et il est vrai que l'ancien commissaire n'avait pas, sur ce domaine-là, comme sur beaucoup d'autres domaines, une vision communautaire, une vision européenne, voire une vision mondiale d'un certain nombre de sujets. Je peux vous dire, ayant eu l'opportunité de rencontrer le président Juncker avec le président Larcher, ayant vu ensuite très récemment le commissaire Oettinger, ça fait partie des dossiers phares, des premiers dossiers de la Commission européenne. Ceci étant, cet amendement est fondamental. Moi, j'y ai adhéré, je l'ai co-signé. Il lance le débat. J'ai bien entendu vos réponses, mais il est bien clair qu'il est terriblement important que nous puissions récupérer la gouvernance européenne de l'Internet, parce que c'est vrai que l'Europe ne peut pas être une colonie numérique d'un certain nombre d'opérateurs. Et comme l'a dit tout à l'heure Catherine Morin-Desailly, c'est vrai que les algorithmes ne sont ni objectifs ni infaillibles, ils sont tout simplement le bras armé d'un certain nombre d'opérateurs. Et par hasard, enfin pas tout à fait par hasard, la plupart des opérateurs sont précisément des opérateurs américains. Je regrette que, compte tenu, si vous voulez, de l'enseignement en mathématiques fondamentales de la place de Paris, on parle même de l'école de Paris, je puis souligner que les chercheurs et ingénieurs français sont particulièrement appréciés dans le monde informatique. Et donc, il nous manque à gravir un deuxième échelon, c'est de se réapproprier précisément la gouvernance de l'Internet. Donc, on verra comment on peut raisonner sur ce sujet. Moi, je prends note de votre volonté de mettre votre ministère au service de la réflexion pour trouver une solution, mais il est bien évident qu'elle sera de dimension européenne. Ok. Bien, merci, Monsieur le Président. Bien que n'étant pas supporter de l'Olympique de Marseille, j'irai droit au but. Nous allons, si l'amendement est maintenu, ce que nous souhaitons, nous le voterons. Donc, c'est-à-dire que, Monsieur le Ministre, votre prévision d'un vote de cet amendement serait à l'unanimité. Voilà, c'est notre souhait. Alors, parce qu'il a le mérite, d'abord, il est pertinent. Il est pertinent et c'est bien que ce sujet arrive dans la sphère politique. Il est essentiel que la sphère politique s'empare de ces sujets, sans nier l'importance de l'économique, mais il a bien été démontré ces dernières années, ces derniers mois, que la problématique des grands groupes a bousculé considérablement la sphère économique en France, en Europe et dans le monde. Et que donc le politique avec un grand P doit s'emparer de ce sujet. C'est une évidence. Les Américains le font. Les Britanniques le font. Souvenez-vous de ces auditions musclées au Parlement britannique avec Margaret Hodge qui interrogeait les représentants de Starbucks, Google et compagnie. Ça secouait un peu et ça faisait un peu de bien. Après, ça ne règle pas tout le problème. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Et j'ajouterai volontiers, notre collègue Jean Bizet vient d'ajouter un deuxième volet avec l'aspect gouvernance de l'Internet. J'appuie tout à fait. J'ajoute volontiers un troisième volet, le volet fiscal, dont on ne peut pas faire abstraction quand même. Et au sein de l'Europe, se sont posées des questions ces derniers temps. Je pense évidemment à l'affaire LuxLeaks, où des rescrits fiscaux très avantageux ont été accordés par l'un de nos partenaires historiques de l'Union européenne à des grands groupes, dont les grands groupes de l'Internet. Il y a de vraies questions qui se posent. Le problème devient donc seul dans la sphère politique aujourd'hui et il faut s'en féliciter. Rappelons quand même que le fabricant de nos compagnons inséparables que sont devenus nos téléphones intelligents aujourd'hui paie 2% d'impôts. C'est une vraie question. Il n'y a que les États qui peuvent lever l'impôt pour défendre l'intérêt général et développer une société un peu plus humaine ou un peu moins inhumaine. Donc c'est un vrai sujet. Donc cet amendement est pertinent. S'il est maintenu, nous le voterons bien volontiers. Monsieur Donis. On est effectivement sur un débat très important. Quand on regarde l'impact que peut avoir la position dominante de Google sur l'économie, il y a certes le problème du moteur de recherche, mais il y a derrière j'allais dire, c'est au-delà, même au-delà des applications qui sont liées. C'est la recherche européenne dans le domaine du numérique qui est en jeu. Nous voyons tuer dans l'œuf aujourd'hui des pans entiers de l'innovation dans le domaine du numérique liés à cette position dominante. Je le vois sur mon
département, avec la technopole de Sophia Antipolis, où nous avons une difficulté objective de développement des start-up dans ces domaines-là. Bien. À partir de là, Monsieur le ministre, votre réponse est implacable, à la fois de rigueur et de cohérence, sur le domaine du droit. Et vous avez posé la question essentielle, que faire? Parce que nous ne pouvons pas rester en la matière les bras ballants. On constate une évolution. Je note même que le Sénat américain a lancé une enquête sur l'échec de la régulation, y compris par rapport à Google. Il me paraît important que nous puissions adopter cependant cet amendement, au-delà de ces imperfections réelles qui ont été démontrées, mais que nous puissions simultanément répondre à la demande du ministre, qui est qu'il y ait un travail qui soit effectué, de façon à ce que, au-delà dans cette question de la navette, nous ayons marqué déjà aujourd'hui un espace et une volonté, et qu'à travers cet acte fort que nous produisons aujourd'hui au Sénat, en tant que parlementaire, je n'aime pas beaucoup ce genre de démarche, mais vu l'importance du sujet, je suis prêt à m'y plier, que nous puissions avoir une réponse qui soit, elle, juridiquement beaucoup mieux construite, et en liaison avec le gouvernement, que nous puissions trouver la réponse la plus adéquate et adaptée. En l'état, c'est ce qui m'apparaît, j'allais dire, la moins mauvaise solution par rapport à une situation extrêmement préoccupante pour l'avenir de la recherche européenne en matière de numérique. Monsieur le... Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, oui, le sujet que nous traitons est de dimension européenne, on en est tous convaincus. Oui, il faut soutenir et encourager, tant que faire se peut, la création d'un groupe puissant en Europe, international, qui puisse rétablir une forme de concurrence loyale avec les grands opérateurs américains. Oui, nous constatons une porte ouverte, une ouverture de la Commission européenne depuis hier. Mais n'oublions pas, et c'est la raison pour laquelle je souhaite que Madame la Présidente de la Commission de la Culture maintienne son amendement, n'oublions pas que si la doctrine européenne avance, c'est parfois sous le coup de boutoir de nos amendements, de nos résolutions, de nos PPL, et que aujourd'hui, même si cet amendement est voué à cheminer, à faire progresser les choses sans aboutir immédiatement, je pense qu'il faut le maintenir parce que c'est encore un signal supplémentaire vers la Commission européenne. Merci. Monsieur Colomba. Constatons que les États-Unis ont plus d'activités, enfin défendent mieux leurs intérêts que nous. Constatons que jusqu'à présent, la Commission européenne a mis autant d'activités et d'entrain à ouvrir nos frontières à la concurrence des États-Unis qu'a constitué l'Europe en tant que puissance autonome. Donc, bon, autrefois on disait quand on veut enterrer une question, on nomme une commission, là on fait du droit. Il faudrait peut-être faire aussi autre chose que du droit. On n'a pas qu'un problème de droit, on n'a pas qu'un problème de technique. Tout le monde l'a dit, c'est un problème politique. Bon. Donc, ma foi, ce message qu'on envoie, que deviendra-t-il, on n'en sait rien. Ce message politique est une façon de dire au commissaire européen, à dire à l'Europe que nous en avons assez de ce qui se passe et qu'il faudrait peut-être agir. Donc, il faut le prendre comme ça. Et c'est une façon de dire, encore une fois, qu'il faut véritablement agir. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode, pas la bonne méthode? Mais ce message, il n'est pas du tout anodin. Et puis, pour une fois qu'on peut apporter notre concours et soutenir la Commission européenne, en tout cas, pour ce qui me concerne, je ne veux pas manquer ce plaisir. Merci. Bien, chers collègues, il est 13 heures. Donc, ou nous sommes capables, dans les 5 minutes, de conclure, ou alors le débat sur cet amendement-là sera reporté
après les questions au gouvernement. Alors, Madame Morin-Desailly, et après vous, soit nous votons, soit c'est reporté à cet après-midi. Non, mais Madame Morin-Desailly me demande la parole. Oui, je voulais tout simplement prendre la parole pour dire que je maintenais cet amendement. J'ai d'abord écouté avec beaucoup d'attention la réaction de mes collègues et leur point de vue. J'ai conscience, Monsieur le Ministre, que cet amendement n'est peut-être pas parfait, mais nous avons encore du temps pour l'améliorer ensemble d'ici la CMP. Je crois que c'est un travail collectif. D'ailleurs, c'était un travail collectif au Sénat. Cette proposition, elle n'arrive pas par hasard. C'est 4 ans de travail au sein de la Commission des Affaires européennes, au sein d'une mission commune d'information, où tous les collègues de l'ensemble des commissions et des groupes politiques différents ont participé, toujours dans une belle unanimité quant au diagnostic et aux propositions à formuler. Bien entendu, c'est au niveau européen. Nous l'avons dit au Sénat depuis des années, et nous savons que ce n'est pas le seul chantier d'ailleurs à mener. C'est aussi une démarche offensive de la régulation de l'écosystème numérique pour un meilleur partage de la valeur ajoutée en jouant à la fois sur le levier de la fiscalité mais aussi celui de la juste concurrence. C'est aussi exiger un régime réaliste de protection de nos données personnelles. Le lobbying outre-Atlantique fait qu'aujourd'hui, le règlement sur les données qui était sur le point d'aboutir n'est toujours pas adopté. Or, les données personnelles, c'est l'or noir du numérique, c'est ce qui justement alimente la machine de guerre, si je puis dire. Donc ça, c'est encore un chantier, l'éducation, la formation au numérique, puis une politique industrielle extrêmement puissante pour faire émerger des champions européens. Tout cela, nous l'avons dit, Monsieur le Ministre, tout ça, on souhaite pouvoir le pousser et continuer à travailler, mais on constate aussi que toutes ces années, les procédures européennes sont extrêmement lentes. Qu'est-ce qui nous dit que les conclusions de l'enquête, il y a eu bien sûr la communication des griefs, combien de temps ça va prendre encore? Et on connaît aussi l'habileté du lobbying de Google auprès des autorités bruxelloises pour tenter des négociations, endormir un petit peu les uns et les autres autour de belles promesses, et on sait que ça a échoué. Donc je dis, il vaut mieux prévenir que guérir, et pousser, être un marchepied. Par cet amendement, c'est un marchepied pour notre participation au débat européen. Ça me semble tout à fait essentiel, et je trouve que rester là, les bras ballants, aujourd'hui, quand tant d'entreprises nous signalent leurs difficultés, disent carrément maintenant que les moteurs de recherche structurants ont droit de vie ou de mort sur leur propre activité, c'est au détriment, bien sûr, de la liberté de commercer, nos grandes libertés, la liberté de choix du consommateur. Donc, je pense qu'il y a urgence à agir dans ce domaine. Alors, je voulais juste répondre à 2-3 points qui ont été évoqués. On me dit qu'il y aurait un problème de constitutionnalité par rapport à la politique européenne de concurrence. Moi, je note que l'article 102 du TFUE interdit l'exploitation abusive d'une position dominante par une entreprise. Je cite, « Le droit européen de la concurrence ne sanctionne pas les positions dominantes en tant que telles, mais seulement les abus. » Donc, c'est bien des abus dont il s'agit. Une position dominante, lorsqu'une entreprise peut mener la politique qu'elle désire sans se préoccuper de celle de ses concurrents sur ce marché. Voilà la définition. Donc, on est, je pense, tout à fait dans la droite ligne. Je ne vois pas ce qui nous empêche à la fois de pousser des décisions au niveau européen et inscrire ce type de disposition dans notre droit positif et agir au niveau national. En tout cas, les acteurs de l'économie numérique ont besoin d'un signe fort. Ça a trop duré. Et nous sommes peut-être en passe d'être dans une phase irréversible si très rapidement nous ne sommes pas capables de prendre les mesures qui permettent d'inverser la tendance, à savoir on construit ce marché unique numérique pour en être les acteurs, les bénéficiaires et pas les simples consommateurs. Or, pour l'instant, c'est ce vers quoi on veut nous entraîner, et on sait encore une fois que les procédures sont tellement lentes, qu'il s'écoule tellement de temps que pendant ce temps-là, ce sont des emplois qui disparaissent, ce sont des entreprises qui disparaissent. Donc on doit bien sûr agir. Voilà, j'aurais encore maintes choses à dire pour répondre aux arguments des uns et des autres, mais je vois l'heure qui tourne. Tout ça pour vous dire que le travail n'est pas terminé. L'amendement de M. Assouline alors, voilà, il n'est pas communautaire, c'est notre président de la Commission des Affaires européennes le souligne, mais je comprends quel est l'état d'esprit de David Assouline, qui veut souligner par là que c'est un soutien fort à nos entreprises aussi qu'il faut apporter. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Je vais donc passer au vote en mettant aux voix le sous-amendement 1792 avec un avis de défavorable. Pardon ? Mais vraiment une phrase, Monsieur Assouline.
Plus qu'une phrase. Non, je ne dis pas plus qu'une phrase. Vous dites que vous êtes d'accord, mais que ce n'est pas le droit européen. Or, vous avez dit, pour défendre l'amendement, et le vôtre, et je suis d'accord avec cette démarche, quand le ministre vous dit que ce n'est pas conforme au droit européen, le vôtre, vous dites il faut d'abord faire une manifestation de volonté politique. Bien, donc je vous demande de faire la même manifestation de volonté politique pour que dans les trois... Parce que le paradoxe, c'est que si on propose les trois et qu'il n'y a aucun Français, ça sera la même chose pour nous. Donc dans les trois, on propose un Français, c'est tout. Et après, on verra, mais c'est la manifestation politique qu'il faut affirmer. Je mets donc aux voix le sous-amendement 1792. Qui est pour? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Qui est contre? Ouais, écoutez, il y a doute. Hein. Bon, alors qui est pour? Nous sommes au sous-amendement 1792. Que ceux qui veulent bien, que ceux qui sont pour, se lèvent. Nous faisons un assis debout sur le 1792. Ceux qui sont pour se lèvent. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ah, alors. 10, 12, 13, 14. 14. Bien. Que ceux qui sont contre se lèvent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il est adopté. Et nous passons à l'amendement 995 rectifié bis de Madame la Présidente Morin-Desailly, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc il est adopté. Bien. Voilà pour les débats des sénateurs lors de cette première lecture du projet de loi Macron, projet de loi croissance, activité, égalité des chances économiques. À l'époque, vous l'avez entendu, les sénateurs avaient donc adopté ce dispositif anti-Google qui obligeait le fameux géant américain à afficher sur sa page d'accueil 3 liens vers des moteurs de recherche différents. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale, incurable, d'une maladie provoquant une souffrance physique, psychique insupportable et qui ne peut plus être apaisée, puisse demander dans des conditions précises et sous contrôle de plusieurs médecins à bénéficier d'une assistance médicale pour vivre sa vie dans la dignité jusqu'à la fin. Après le mariage pour tous, c'est l'une des réformes de société sur laquelle on attendait François Hollande, le droit à une aide active à mourir, en proposant une assistance médicale pour vivre sa vie dans la dignité jusqu'à la fin. Le candidat Hollande a délibérément choisi une formulation ambiguë où jamais il ne prononce le mot euthanasie. Des mots à la loi, le président avance avec prudence. Après 2 ans de concertation nationale, il confie la rédaction d'une proposition de loi à 2 députés, Alain Claes et Jean Leonetti. Une proposition de loi consensuelle qui reprend et précise la première loi Leonetti de 2005 sans aller jusqu'à l'euthanasie. Selon un sondage, pourtant, 90% des Français y sont favorables pour les personnes en fin de vie. Ce nouveau texte répond-il vraiment aux attentes des Français? Va-t-il assez loin? De la promesse de campagne à la loi, le consensus sera difficile à trouver. Pourquoi un nouveau texte? Eh bien parce que malheureusement, dans la pratique, on constate encore qu'on meurt mal en France. On meurt mal avec 2 revendications légitimes de nos concitoyens. C'est « je ne suis pas entendu en fin de vie » et on continue à souffrir dans les derniers jours et les dernières heures de la vie. Bonjour.
Comment ça va ce matin? Ce matin, ça va très bien. Oui. Les douleurs ici, là, Toujours. vous les sentez un petit peu quand même? À 78 ans, c'est la deuxième fois qu'Angèle est en soins palliatifs au CHU de Montpellier. Atteinte d'un cancer incurable, elle sait sa mort proche. Son seul souhait, finir ses jours sans souffrir. Moi, ma propre mort, je l'envie. Je sais que je mourrai, mais je ne veux pas mourir en souffrant. Voilà. Je sais que je vais mourir un de ces jours, parce que ça en est au point où on est aux soins palliatifs pour la douleur et tout ça. C'est qu'il n'y a pas autre chose, grande chose à faire. Mais on n'a pas la souffrance. Moi, je comprends les gens quand ils souffrent trop, ils se jettent sous le train. Parce que c'est des souffrances qu'on ne peut pas tenir. Quand on fait les soins palliatifs, après, au contraire, ça soulage, ça guérit pas. Mais ça enlève la douleur. Moi, c'est ce que je veux. Je veux mourir sans souffrir. Voilà. Pour soulager les souffrances, dans ce centre de soins palliatifs, on utilise des techniques à la pointe, comme la sédation, une sorte d'anesthésie plus ou moins profonde pour apaiser le patient. Cette technique de sédation, c'est quand on est en échec, effectivement, sur un symptôme particulièrement insupportable pour le patient. Donc avec certains médicaments, enfin, notamment le midazolam, on l'utilise pour entraîner un sommeil d'une profondeur qui va dépendre du patient. Il y a des patients qui préfèrent rester un petit peu éveillés, d'autres qui ne veulent pas être du tout réveillés. Donc ça, on adapte la dose et qu'on peut faire de manière transitoire, par exemple pour un symptôme comme la dyspnée qui peut être parfois transitoire, ou on peut également faire cette sédation de manière continue si le patient effectivement ne désire plus du tout être réveillé. La loi de 2015 veut démocratiser la sédation profonde et continue, c'est-à-dire l'endormissement profond du patient dont la mort est imminente pour lui éviter de souffrir lors de ses dernières heures. Ce qu'on veut vraiment, c'est endormir le patient pour pas qu'il subisse ce qu'il est en train de vivre, mais on ne veut pas précipiter sa mort, simplement il faut qu'il soit quand même un peu plus serein par rapport à ce qu'il est en train de vivre. On met des fois des sédations comme ça sur des choses cataclysmiques, on voit, et ça on a eu à le faire il n'y a pas très longtemps, un patient qui s'est vidé de son sang. Et qui le voyait et qui était conscient et c'était terrible. Et bon, donc là, on l'a endormi et il est parti non pas de notre endormissement, mais du fait qu'il était en train de se vider d'une hémorragie sur laquelle on ne pouvait pas intervenir, si vous voulez. Si dans ce genre d'unité spécialisée, les médecins maîtrisent cette technique, ce n'est pas le cas dans d'autres services hospitaliers comme aux urgences ou dans les services d'oncologie où le taux de mortalité est élevé. La sédation profonde est continue, y est peu utilisée. L'objectif de la loi est donc de la généraliser. Ce droit, qu'on appelle le droit à la sédation en phase terminale, est un droit qui paraît légitime. Aujourd'hui, c'est un devoir des médecins de le mettre en place. Ça n'est pas le cas, malheureusement, dans 15 à 20% des cas. Eh bien, il faut que ça devienne un droit, et peut-être que la vraie modification de la loi, c'est de dire, avant c'était un devoir de la société et un devoir du corps médical et des soignants de faire en sorte qu'on ne souffre pas en fin de vie, eh bien, désormais, ça devient un droit du malade de ne pas souffrir lorsque la mort approche et que les médicaments habituels n'arrivent pas à calmer la souffrance. La nouvelle loi précise les cas où cette sédation profonde et continue doit s'appliquer. Premier cas, le patient est conscient, il est atteint d'une affection grave et incurable, son pronostic vital est engagé et l'arrêt des traitements va provoquer sa mort à court terme. Autre possibilité, le patient est inconscient. Pour éviter l'acharnement thérapeutique, le médecin décide d'arrêter les traitements. Il peut dans ce cas aussi demander une sédation profonde et continue. En encadrant la sédation profonde et continue, les auteurs de la loi voulaient être consensuels. Mais au Sénat, cette proposition va cristalliser les oppositions autour de la question de l'euthanasie. Trois camps vont s'affronter.
Il y a d'un côté les rapporteurs de la proposition du texte et le gouvernement. Ils vont soutenir l'idée d'une sédation profonde et continue. Ce texte est pour ceux qui vont mourir, pas pour ceux qui veulent mourir. Ce qui élimine très clairement le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté. Non pas que ce débat ne soit pas important, voire capital, mais quelque part, ce n'était pas l'esprit de la loi sur laquelle nous discutions. D'autres, une partie des sénateurs républicains, s'opposent à toute évolution juridique. Pour eux, le texte va trop loin. En inscrivant la sédation profonde et continue dans la loi, le législateur proposerait en réalité une euthanasie déguisée. La sédation profonde continue jusqu'au décès, vous voyez bien. On liait la sédation et le décès. Et là, ça nous a apparu, pas pour moi seulement, mais pour un certain nombre d'entre nous, comme quelque chose qui sortait du dispositif consensuel de la loi Leonetti et qui liait le décès à l'acte de sédation. Donc, on s'engageait dans l'engrenage, sur le chemin du suicide assisté et de l'euthanasie. Enfin, il y a les sénateurs qui estiment que cette sédation profonde et continue n'est pas suffisante. Ils veulent inscrire dans la loi le droit à l'euthanasie. Nous voulions répondre à deux demandes différentes, qui sont de nature différente. D'une part, le droit à un suicide médicalement assisté, c'est-à-dire qu'on abrège la fin de vie un peu avant le terme qui est imminent. Et puis, donc c'est le suicide assisté. Et puis d'autre part, il y a des personnes qui réclament, lorsqu'elles sont dans un état désespéré, la possibilité d'une euthanasie. Premier affrontement en séance autour de l'article 3 sur la sédation profonde et continue. Les opposants à cette pratique lancent l'offensive contre les rapporteurs du texte. Depuis le départ, un certain nombre d'entre nous pensons que la loi Leonetti se suffisait à elle-même et que la loi actuelle, qui est pour certains un prolongement ou un éclairage, n'est pas un prolongement ou un éclairage. C'est une rupture. Il est incontestable que cet article 3 est la porte ouverte à une euthanasie que vous ne voulez pas dénommer comme telle. Les sénateurs proposent d'enlever du texte l'expression « continue jusqu'au décès » pour éviter tout amalgame avec l'euthanasie. Pour Alain Milon, le président de la Commission des affaires sociales, qui est aussi médecin, c'est un coup porté au principe même de la loi. Bon, cette proposition de loi ne tue pas. On n'est pas là pour tuer. On n'est pas là pour faire d'euthanasie, on est là pour accompagner des malades en fin de vie. Alors, la proposition que nous fait notre collègue Delège sur le fait de mettre une sédation profonde et de supprimer continue jusqu'au décès. OK, pourquoi pas? Ça veut dire que la sédation n'est pas continue. Si elle n'est pas continue, elle est discontinue. Et si elle est discontinue, ça veut dire qu'on doit l'arrêter de temps en temps. Pourquoi continue? Plaçons-nous quand même dans la vraie vie, si j'ose dire. Comment imaginer que chez ces patients qui souffrent atrocement, on va interrompre la sédation pour dialoguer avec eux? Sur l'opportunité de quoi? De continuer? C'est impensable. Et vraiment, ceux qui ont porté cet amendement sont très éloignés de la vraie vie, c'est le cas de le dire. Je vais mettre aux voix cet amendement 59 rectifié. Qui est pour? L'amendement est adopté. Une partie des Républicains obtient gain de cause. Le mot « continue » est retiré du texte. La séance est suspendue. Dans les couloirs, les esprits s'échauffent entre les deux camps. Non, moi je ne suis pas content. De toute façon, je ne suis pas content de ce débat depuis le début. Parce qu'il y a ceux qui sont honnêtes, il y a ceux qui nous préparent au fond. Je suis désolé, mais bon, on ne va pas à travers ça. Ça a été, disons de manière un peu habile sans doute par certains, de vouloir faire comprendre que la sédation profonde et continue était très proche de l'euthanasie. Alors ça n'est pas vrai, puisque l'euthanasie, elle est faite à un moment avant qu'on soit dans ces situations-là, c'est-à-dire avant que la personne soit vraiment en fin de vie, c'est-à-dire avec une espérance de vie à court terme
et ne supportant plus les souffrances qu'elle subit. Donc ce n'est pas du tout une euthanasie, c'est simplement une possibilité d'aider à mourir sans avoir les souffrances. L'autre offensive contre le texte viendra cette fois des pro-euthanasie. 8 sénateurs de toute tendance politique réunis autour de Jean-Luc Romero, président de l'ADMD, une association pro-euthanasie, convoquent la presse. Il y a dans chaque groupe des parlementaires qui ont déposé des amendements allant dans le sens de ce que souhaite l'ADMD, c'est-à-dire qu'il y ait enfin une loi qui permette à chacun de choisir. Ce n'est pas une loi spécialement pour l'euthanasie, une loi qui permette de choisir. Il compte inscrire dans le texte un droit à une aide active à mourir. C'était important justement que certains sénateurs et de toute tendance, c'est ça qui était important, puissent dire qu'eux, ils souhaitaient clairement qu'on aille à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté comme les Français le demandent dans tous les sondages depuis 20 ou 30 ans. Le soir même, en séance, les 8 sénateurs déposent tous un amendement pour légaliser l'euthanasie. Cet amendement propose d'instaurer un droit à bénéficier d'une véritable aide active pour mourir pour les personnes majeures. Il répond à une très forte demande de la population. Il vise à instaurer l'assistance médicalisée active à mourir dans des conditions strictes. Chacun doit se voir ainsi reconnaître le droit d'aborder sa fin de vie dans le respect des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Des amendements rejetés, mais l'objectif est atteint. Le débat sur l'euthanasie a été mis sur la table. Nous voulions poser ce débat, c'est-à-dire d'une loi qui irait plus loin. Donc l'idée était d'expliquer pourquoi cette loi nous semblait trop timide et pourquoi nous voulions aller plus loin et pourquoi du coup nous avons tous déposé un amendement très très voisin pour essayer d'avancer. Alors l'ambiguïté qu'il faudrait lever, c'est que ce texte n'était pas fait pour ceux qui sont en fin de vie et qui veulent mourir. Ce texte a été fait pour les malades en fin de vie qui vont mourir. Donc évidemment, ce texte ne recouvrait que très imparfaitement les demandes que nous avions. L'autre point de clivage du texte, ce sont les directives anticipées, un document où l'on inscrit ce que l'on souhaite pour sa fin de vie. Edith a écrit les siennes, elle est bénévole au centre d'écoute de l'ADMD, l'association au droit à mourir dans la dignité. Compte tenu de mon âge, je refuse toute réanimation, alimentation forcée artificielle lorsque la mort paraît inévitable. Mettre sur papier ce qu'elle veut pour sa fin de vie, une évidence pour elle après la mort d'une de ses amies. En 1987, j'ai assisté à la mort terrifiante d'une amie qui avait une sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, et qui mourait dans des conditions d'étouffement qui n'en finissaient plus. J'ai appelé le docteur, c'était un dimanche, on a fait venir SOS médecin, et j'ai dit au médecin, écoutez, elle est en fin de vie, regardez, elle est en train de mourir en s'étouffant. Il me dit oui, elle va mourir. Il me dit oui, elle va mourir. J'ai dit mais docteur, faites quelque chose pour que ça aille plus vite. Il m'a répondu mais madame, je ne peux rien faire. D'ailleurs, elle n'a rien demandé et je ne peux rien faire. Alors ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai très vite rédigé des directives de volonté. Comme Edith, aujourd'hui, il n'y a que 2,5% des Français qui ont rédigé leurs directives anticipées. Sophie, j'ai eu la visite ce matin d'une de nos adhérentes et elle est venue porter ses directives anticipées. Alors, pour Sophie, responsable des directives à l'ADMD, si aussi peu de gens les ont écrites, c'est qu'elles sont méconnues, mais pas seulement. Il s'agit de confronter cette idée de mort, de déchéance, de fin de vie. C'est pas, enfin, en tant qu'être humain, on n'a pas envie de confronter ça, n'est-ce pas ? Ensuite, souvent les personnes ne savent pas parler de leur fin de vie. Aujourd'hui, les directives anticipées ne s'imposent pas aux médecins. Elles peuvent être rédigées sur papier libre et sont valables 3 ans. La loi de 2015 prévoit de les rendre contraignantes pour le médecin, de créer un modèle officiel qui sera intégré dans un registre national et leur validité ne sera plus limitée.
Au Sénat, pas de rassemblement non plus sur les directives anticipées. Un bras de fer s'engage entre les défenseurs du texte et le noyau dur des sénateurs les Républicains. Ces derniers estiment que le dispositif va trop loin. Ils vont de nouveau réussir un coup de force et faire enlever du texte le caractère contraignant des directives anticipées. Et par conséquent, nous proposons une autre rédaction qui indique que le médecin prend en compte les directives anticipées, mais qu'elles ne s'imposent pas à lui. C'est effectivement une différence majeure entre nous. Le médecin est là pour prendre en compte les directives anticipées, mais il doit garder son appréciation et son jugement. Merci, Monsieur Delège. La question de cette directive, c'était doivent-elles engager les médecins ou pas? Doit-on laisser une marge de manœuvre aux médecins qui peut aussi avoir des éléments d'appréciation de façon collégiale notamment? Pour Marisol Touraine, la ministre de la Santé, cette nouvelle manœuvre vise surtout à vider la loi de son sens. Je donne un avis défavorable parce que demander que les directives anticipées ne s'imposent pas aux médecins ne s'inscrit pas là non plus dans la perspective portée par cette proposition de loi. Merci, Madame la Ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. S'il y a des directives anticipées, elles doivent, à notre avis, elles doivent être appliquées par le médecin qui est présent. Alors que là, tel que c'est, on retombe comme auparavant, et ça veut dire qu'elles ne sont pas opposables, donc le médecin peut faire ce qu'il veut. Directives anticipées non contraignantes, sédation profonde mais non continue, le texte qui devait être celui du consensus a été vidé de son contenu, détricoté par un petit groupe de sénateurs républicains mobilisés et qui a su donner de la voix face à la Commission et au gouvernement. Là, on est effectivement dans un texte qui s'est éloigné progressivement, non seulement du texte de 2015, mais qui en partie a remis en cause le texte de 2005. Donc je crois que la première des choses à faire, c'est de s'appuyer sur le texte de 2005, dont tout le monde, y compris au Sénat, et y compris les adversaires de la loi 2015, disent qu'elle est très bien. Donc ne touchons pas à la loi 2005. Une dernière question va être débattue, celle du droit d'accès aux soins palliatifs. Chaque année, en France, ils ne sont que 100 000 personnes à en bénéficier. Pourtant, les besoins sont 3 fois plus importants. Bonjour. Bonjour. Vous, ça va? Ça veut dire quoi que ça va? Les murs de cette chambre, Thierry les connaît par cœur. Il est cloué dans son lit depuis 1 an. On lui a découvert une maladie orpheline incurable il y a 4 ans. Depuis, son état se dégrade. Pour soulager ses douleurs, une équipe de soins palliatifs vient régulièrement à son domicile. Ils me soulagent dans tout. Ils sont bien. Ils sont toujours là. Ils règlent tous les problèmes quand on a. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Je suis bien entouré. Comment tu le trouves moralement? Il a dit qu'il n'avait pas moral. Fatima est infirmière. C'est elle qui gère l'équipe de soins palliatifs à domicile. Elle vient voir Thierry régulièrement en fonction de ses besoins. L'occasion pour elle de faire le point avec les aides-soignants sur l'évolution de l'état de santé de Thierry. Alors notre rôle, c'est d'être en lien avec les professionnels du domicile, de réfléchir avec eux comment maintenir, améliorer, soutenir la présence du patient chez lui. C'est toi qui as le dossier? Des patients hospitalisés chez eux, Fatima en suit une quarantaine. Son équipe de soins palliatifs est financée par l'Agence régionale de santé, mais clairement, elle manque de moyens. On ne peut pas dire que c'est suffisant en termes de moyens, hein, puisque nous sommes sur un bassin très important, un bassin géographique très important,
Et nous couvrons une population de plus de 625 000 habitants. Donc on est une équipe quasiment tout à temps partiel. Et nous avons de plus en plus de demandes de la part des professionnels de santé, des institutions et des familles, mais mises en lien par les professionnels de santé, ce qui signifie que nous sommes de plus en plus sollicités pour cette aide au maintien à domicile. En France, des réseaux à domicile comme celui de Fatima sont rares. La loi Leonetti de 2005 devait pourtant les développer, tout comme les unités de soins palliatifs dans les hôpitaux, aujourd'hui très inégalitaires sur le territoire. S'il y en a beaucoup dans les grandes agglomérations, elles ne sont pas suffisantes dans les zones rurales. Idem pour les unités de soins palliatifs qui se déplacent dans les services des hôpitaux, les unités mobiles. Un manque criant, dénoncé par les sénateurs, les Républicains, qui demandent au gouvernement d'inscrire l'égalité d'accès aux soins palliatifs dans ce nouveau texte. Je pense que ceux qui sont pour ce texte, ceux qui le portent, ne peuvent pas ne pas entendre le cri des territoires qui sont injustement traités, avec ces kyrielles de malades qui ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs alors que leur État devrait le leur permettre et qu'ils en souffrent. Un des soucis du texte, et d'aujourd'hui et de demain d'ailleurs, c'est qu'on se refuse en France à avoir une politique massive d'investissement en matière de culture palliative, en matière de soins palliatifs. C'est là qu'est le problème. Et surtout, vous savez que 20% de nos concitoyens ont accès à ces soins palliatifs. 80% n'y ont pas accès. Et ces soins palliatifs, c'est le privilège de quelques territoires. Et la plupart de nos territoires n'y ont pas accès. Et je considérais avec d'autres que le problème le plus urgent, c'était pas tellement de faire une nouvelle loi, c'était d'abord d'essayer de traiter ces problèmes très concrets. Les rapporteurs et le gouvernement partagent ce constat, mais estiment que cette question doit être traitée dans le cadre du financement de la santé. On dit qu'il faut développer les soins palliatifs. C'est quand même avant tout un problème purement financier. Et ça se décide dans le PLFSS, c'est-à-dire dans le budget de financement de la sécurité sociale. Donc, qu'au PLFSS, ce genre d'amendements réapparaissent, ça, au contraire, je suis tout à fait d'accord. Personnellement, j'ai essayé de leur expliquer et réexpliquer, mais ils n'ont pas voulu suivre. Au PLFSS, eh bien, nous réclamerons et nous inscrirons les moyens financiers nécessaires pour que le développement des soins palliatifs se fasse sur l'ensemble du territoire. Mais l'argument des rapporteurs ne convainc pas. Les autres groupes politiques se rallient aux Républicains. Alors, au risque de surprendre, moi, je pense que c'était plutôt bien comme amendement. Et il me semblait, alors que je défends une position différente pour le reste du texte, je me sentais tout à l'heure un petit peu isolée, là-dessus, je pense que le préalable, c'est les soins palliatifs pour tous. Je m'aperçois avec stupéfaction que ça pose un problème. La parole est à Madame David. Je vais vous étonner à mon tour, mais je suis sur la même position que vient de défendre ma collègue Corinne Bouchoux. La déclaration d'intention était là, elle était ferme et c'était des soins palliatifs pour tous sur tout le territoire. S'il suffisait d'inscrire les choses dans la loi lorsqu'elles doivent aller de soi pour que les choses se réalisent, ce serait tellement simple. J'ai annoncé tout à l'heure que je proposerai la semaine prochaine à un comité de pilotage un plan triennal de développement des soins palliatifs et des unités de soins palliatifs. Donc un des axes majeurs sera la réduction des inégalités sur le territoire et pas simplement entre les territoires. Lorsqu'Alain Claes et moi-même avons remis le rapport au président de la République sur la proposition de loi, nous avons dit tous les deux que la priorité des priorités, c'était le développement des soins palliatifs et la formation des soignants. Et qu'aucune loi, si parfaite soit-elle, et celle-là est imparfaite comme toutes les lois humaines, eh bien, ne peut être efficace s'il n'y a pas ces deux éléments. Fin de l'examen du texte au Sénat et fin de partie pour les rapporteurs et le gouvernement qui sortent grands perdants de cette séquence. J'ai vraiment le sentiment que le travail qui avait été fait par nos trois rapporteurs était un travail excellent et que ce travail a été détricoté. Et si c'était pour en arriver à la rédaction qui, ce soir, se trouve sur la table,
il n'était pas nécessaire de proposer un texte de loi nouveau. Des rapporteurs déçus qui estiment leur travail gâché par quelques sénateurs qu'ils qualifient de conservateurs. C'est un texte de conservateurs, peut-être guidé aussi par des arrière-pensées religieuses, quelque peu intégristes, hein, j'ai pas peur de le dire. Et je trouve que, allez, je me lâche, la charité chrétienne, c'est pas ça. Si on commence à s'invectiver pour dire, parce que derrière le mot conservatoire en France, c'est pour dire, voilà, ils ne méritent pas d'exister, il ne faut pas s'attarder, ils sont des réactionnaires. Vous savez, la réaction, où est-elle? Je ne traite personne avec des qualificatifs qui pourraient être péjoratifs ou qui pourraient déclasser leurs arguments. Je pense que l'honneur de ce genre de débat, c'est que chacun puisse essayer d'argumenter sur ses convictions. Quelques jours plus tard, à l'occasion du vote solennel sur l'ensemble du texte, les rapporteurs prennent leur revanche. Le texte, vidé de sa substance, article par article, est finalement rejeté par le Sénat. J'ai à la fois d'infinis regrets qu'un consensus, qu'un rassemblement ne se soit pas opéré au Sénat comme il s'était opéré à l'Assemblée nationale. Mais je suis soulagée que la sagesse de la Haute Assemblée l'ait amené à rejeter ce texte, ce qui va permettre au travail de reprendre dans des conditions plus simples à l'Assemblée nationale. Au jeu des affrontements, le Sénat sort perdant en rejetant la proposition de loi sur la fin de vie. Dans quelques mois, les députés reprendront l'examen du texte en seconde lecture dans sa version initiale.